peut y aller. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus nous voir. Donc je vais introduire la conférence d'aujourd'hui, de ce matin, en parlant de Bernard Tchoumi. Alors Bernard Tchoumi, moi, il a marqué ma jeunesse. Et quand je pense à Bernard Tchoumi, je pense, comme tous les architectes de ma génération, à l'aménagement du parc de la Villette, réalisé dans les années 80, 83 exactement. Un lieu de promenade au concept réfléchi, un espace de respiration dans la ville lumière, un espace intellectuel à la géométrie savante, cadencée, mesurée, pensée, pour dessiner au millimètre, si ce n'est un jardin d'Éden, un jardin de vie, un jardin arrondissement ponctué de rouge sang, ces curieuses et intrigantes folies architecturales qui excitent l'imaginaire et insufflent la vie au cœur d'un Est parisien encore étranger. Le parc de la Villette est un projet manifeste qui, tout comme Beaubourg, réalisé quelques années auparavant, est l'emblème de la profonde révolution culturelle, sociale, architecturale et paysagère des années de l'après 68. Il faudra encore 40 ans et l'apparition du Musée des sciences et des techniques, de la réhabilitation de la Grande Halle, de la Cité de la musique et de son café et de la Philharmonie de Paris, œuvre de quelques grands noms de l'architecture française comme Adrien Finsilbert, Christian de Porzampar, Reichen et Robert ou encore Jean Nouvel, rien que ça, pour que l'Est parisien existe et s'inscrive dans notre quotidien. Quand je pense à Bernard Tchoumi, je pense à un homme qui a franchi l'Atlantique en faisant le grand écart entre Paris et New York, où sont implantées ces deux agences, à un architecte constructeur franco-suisse, Grand Prix national d'architecture, qui a établi un pont entre la sage tradition française et l'insolente modernité de la jeune Amérique. Quand je pense à Bernard Tchoumi, je pense également à des projets plus récents, comme le musée de l'Acropole d'Athènes, la Tour Bleue de New York, ou bien encore à la prestigieuse marque de montres suisse Vacheron Constantin, qui a choisi la précision horlogère de l'architecte pour la réalisation de sa manufacture et de son siège social. Et bien entendu, quand je pense à Bernard Tchoumi, mon corps s'oriente naturellement vers le rocher signal du parc zoologique de Paris, appelé plus communément Zoo de Vincennes, et mon esprit s'envole vers Alésia, où le musée au parc relie sous le regard fier de la statue du géant Vercingétorix l'oppidum à la plaine, les Français à l'histoire et les hommes au terroir et au vin de Bourgogne. Et enfin, quand je pense à Bernard Tchoumi, je pense inévitablement à son solide bras droit, Véronique, qui est à côté de moi, membre de l'Académie d'architecture et du conseil d'administration de l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Val-de-Seine. À ce propos, je vous invite à découvrir au sein du salon l'exposition d'ailleurs dédiée pour les meilleurs diplômes de l'école. Donc je pense à cette femme luxembourgeoise, chevalier des arts et des lettres, qui a reçu pour son œuvre engagée le prix Arva de femme architecte. Je pense à l'ex-directrice d'agence, aujourd'hui co-associée, co-dirigeante de l'agence VDA, qui a toujours été et exercé l'architecture suivant un exercice libéral, donc en toute liberté, et qui croit aujourd'hui que l'architecture du vivant et que le temps est venu pour les bâtisseurs de considérer l'environnement comme un matériau à part entière et d'en faire l'allié d'un enjeu universel. Je pense à vous, Véronique de Charrière. Merci Jean-Luc. C'est une présentation intimidante et donc je vais rebondir sur ce que tu viens de rappeler, effectivement, toute cette histoire, ce background historique. D'abord, je voudrais vous remercier effectivement de m'avoir invité et me recevoir dans ce très beau salon Architect at Work, qui est effectivement est je dirais, une espèce d'Éden pour les architectes. Et donc aujourd'hui, effectivement, je vais essayer de vous parler de l'architecture du vivant telle que j'essaie de la mettre en œuvre dans mes projets quotidiens. Mais je vais revenir un petit peu sur ce que tu as dit, justement, sur ma collaboration avec Bernard Tchoumi, que j'ai rencontré il y a de ça à peu près une trentaine d'années, quand il cherchait de jeunes étudiants et étudiantes fraîchement sortis des écoles d'architecture françaises. Et j'ai eu la chance de pouvoir travailler sur des projets comme le Fresnoy. Je me souviens, j'ai été découvrir ce site absolument
admirable dans le nord de la France, que vous voyez ici. D'ailleurs, je pense que je vais me lever comme ça, je vais vous commenter les photos. Donc c'est l'image l'entre-deux que vous connaissez peut-être tous les uns et les autres. Et donc on a eu la chance de gagner ce concours. C'était d'ailleurs le premier concours que gagnait Bernard depuis la Villette. Donc c'était 83, ce projet-là c'était 91, et donc ça a été un projet absolument excitant pour moi, jeune architecte, puisque je découvrais d'abord qu'avec un architecte très avant-gardiste comme Bernard, on pouvait finalement travailler sur de la rénovation, de la réhabilitation. Bon, il m'a fallu pas très longtemps pour le convaincre en lui disant, écoute, c'est tellement merveilleux ce site du Fresnoy, ça ressemble un peu à la Cinecittà romaine, qu'il faut absolument tout conserver. Et à ma grande surprise, il m'a dit, OK, banco, on y va. Et bien voilà, on y a été. Alors après, ça a été un peu plus compliqué parce que ça nous a mis à peu près une 8aine d'années pour pouvoir terminer ce projet. C'était compliqué. Le nord de la France était compliqué à ce moment-là. Mais aujourd'hui, c'est une très grande école multimédia, très renommée de manière internationale. Et c'était un projet assez fabuleux où justement on a pu installer cette notion d'entre-deux, déjà cette espèce de tension et de rapport assez intéressante entre l'existant et le contemporain, le langage numérique et contemporain. Et puis, alors voilà, tu as rappelé aussi le projet d'Alésia, donc ça m'a donné justement la chance de pouvoir te rencontrer sur ce projet-là, puisque Jean-Luc suivait le projet pour le ministère de la Culture, qui suivait très très précisément tous les projets de musées dans la France entière. Un projet très 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 emblématique aussi, puisqu'on est dans cette plaine de Bourgogne, tu l'as rappelé, magnifique. Et là, il faut restituer l'histoire de 2000 ans, et c'était vraiment une aventure passionnante aussi, avec toute une équipe. Et d'ailleurs, je crois que je salue les scénographes qui sont dans la salle aujourd'hui, qui m'ont accompagné sur ce projet, qui a duré aussi, pareil, des très très longs. On a gagné ce projet en 2001 et on l'a livré, je crois, en 2012. Et il y a une deuxième partie encore qui devrait se réaliser, peut-être, on ne sait jamais. Voilà, on a aussi au milieu, vous voyez donc le projet de Vacheron-Constantin. Tu as mentionné cette question de la finesse, du rapport avec le détail. Et travailler pour des horlogers, c'est vraiment quelque chose de compliqué, mais ça a été un bonheur aussi, parce que ça a été un bonheur de comprendre qu'à un moment donné, on pouvait vraiment pousser un détail vraiment jusqu'au millimètre. Alors eux, évidemment, leur détail, ils le poussent avec leur monocle de façon à pouvoir vraiment voir la moindre poussière, etc. Et d'ailleurs, je dois dire que j'ai eu quelques discussions avec le directeur, le PDG de Vacheron-Constantin, qui me disait, mais Véronique, regarde, c'est pas possible, on peut pas laisser ça. Alors que pour nos tolérances d'architecte, on était parfaitement bien, mais lui avait un œil tellement exercé que ça passait pas. Voilà, vous donner aussi encore quelques images sur l'école d'architecture de Marne-la-Vallée, qu'on avait gagnée d'ailleurs juste après le Fresnoy, qui est une très belle école d'architecture, dont d'ailleurs j'assure en ce moment la rénovation énergétique. Le projet pour les zéniths, on a gagné aussi pas mal de projets de zéniths, et là encore avec des scénographes qui nous ont accompagnés dans ces aventures fantastiques de pouvoir livrer des scènes majestueuses avec 90 mètres de diamètre d'embase, des structures effectivement très intéressantes. Celui de Limoges, on l'a réalisé en bois et en polycarbonate pour la transparence, pour créer justement cette surprise finalement d'une salle très lumineuse, alors qu'on sait que les spectacles se passent dans des boîtes noires. Voilà, on essaye toujours de trouver la boîte noire la plus parfaite. Le musée d'Athènes que vous voyez ici en bas. Voilà, donc tout ça, c'est des aventures tout à fait incroyables et passionnantes que j'ai pu suivre et avec Bernard Tchoumi, dont je suis effectivement associée et co-directeur de l'agence parisienne. Parallèlement à ça, donc j'ai continué à travailler de manière indépendante, puisque je suis professionnelle libérale, et j'ai monté à la fin du projet, j'ai monté une société qui s'appelle VDA, et dont le but, vous allez le comprendre, est véritablement d'essayer de trouver cette adéquation entre l'architecture et aujourd'hui ce qu'on appelle un petit peu plus généralement le vivant, qui est effectivement d'essayer de retrouver une manière d'appréhender l'architecture de façon moins anthropocentrée, et au contraire de l'ouvrir à d'autres éléments.
Donc pour ça, quelques images ici qui sont un petit peu aussi fondatrices de cette réflexion. Là, vous voyez le tableau de Bruegel qui représente un peu cette vision idyllique, un peu un Éden où on retrouverait une nature sauvage qui peut se mêler à un public, à des visiteurs dans un paysage tout à fait idyllique. Et ça, effectivement, c'est un peu toute cette vision qu'on emmène avec nous sur l'Éden perdu. Et puis, parallèlement, on a, alors cette image, je l'aime beaucoup, c'est effectivement la fameuse piscine aux pingouins de Lubetkin, qui est réalisée à Londres dans les années 20, au parc zoologique de Londres, et où on est déjà dans ce travail sur l'architecture moderne, plus fonctionnaliste, et où Lubetkin s'était dit, tiens, ça sera intéressant pour les pingouins, les manchots, de leur installer cette espèce de double ellipse absolument fantastique. Or, la réalité, même si la photo vous montre ici quelques pingouins sur ces rampes, c'est que ça a jamais fonctionné, que les pingouins ont jamais compris pourquoi on leur a mis des ellipses pour aller dans une piscine, alors qu'ils plongent assez naturellement depuis leur plage. Et finalement, la piscine a été fermée. Enfin, cet espace pour les manchots a été fermé. Et aujourd'hui, je dois dire qu'on va visiter le zoo de Londres pour aller voir le projet architectural de Lubetkin, mais pas tant pour aller voir des pingouins et des manchots dans la piscine. Donc c'est des choses qui ont suivi un petit peu ma réflexion quand on a travaillé sur le parc zoologique. Et puis ici, je vous montre aussi 2 photos qui sont intéressantes parce que c'est des photomontages, bien évidemment, d'un artiste anglais qui justement essaye de provoquer dans notre inconscient collectif cette vision un peu déconnectée de la très haute technicité dans laquelle aujourd'hui notre civilisation s'est finalement installée, et le rapport justement de contraste avec ces animaux sauvages absolument merveilleux et fantastiques. Voilà, tout ça nous amène justement à ce projet un peu fondateur pour moi du parc zoologique de Paris. Donc ça, c'est un projet qui est arrivé en 2007, je crois 2006, où un maître d'ouvrage est venu me voir en me disant, bon, voilà, on sait que vous avez l'habitude de faire des grands projets avec du public, des flux, la gestion des flux, la complexité. Là, je crois que j'ai un sujet qui vous va à merveille, parce qu'il n'y a pas plus complexe que ça, c'est la rénovation du parc zoologique de Paris. Et en réalité, c'est vrai qu'il y a la complexité d'accueillir le public, très grand nombre de visiteurs qui sont attendus. On a des pics au mois de juillet à peu près à 10-12 000 personnes. Mais la grande complexité, c'est de croiser tout ça avec l'accueil des animaux, avec les soigneurs, avec toute l'administration. Voilà, on dit souvent qu'un parc zoologique, c'est vraiment pratiquement la réunion d'un musée, d'un hôpital, et quelque part aussi, il faut en parler, d'une prison, puisqu'il y a quand même cette notion de la captivité chez les animaux. Mais ce projet, à la suite des grands équipements que je vous ai montrés, justement, au moment où le programme nous est arrivé, ça a été quelque chose qui a été vraiment un révélateur. Et je dois dire, on a passé 7 ans à réaliser ce projet. Moi, j'ai vraiment passé 7 ans à être, je dirais, presque à 100% sur ce projet, parce qu'il fallait essayer de comprendre les mécanismes en jeu, les objectifs qui étaient suivis par le Muséum national d'histoire naturelle, qui en est le maître d'ouvrage. Et donc, petit à petit, voilà, je dois dire que j'ai laissé un petit peu derrière moi tous les acquis et toute la connaissance que j'avais pu accumuler à travers mes études d'architecture, à travers les différents projets emblématiques que j'avais pu suivre, pour essayer, comme on dit, un peu de réinitialiser le logiciel, revoir un peu, revisiter finalement la pensée architecturale, les concepts qu'on pouvait amener pour travailler avec le vivant. Et quand je parle du vivant, évidemment, ici, on parle d'animaux, mais pas seulement. On parle bien sûr aussi du climat. On va parler, vous allez le voir, bien sûr du paysage, de la minéralité, des reliefs, de l'hygrométrie. Voilà, donc ça englobe effectivement toute une série de paramètres qui deviennent, je dirais, essentiels finalement à la réalisation du projet. Donc aujourd'hui, si vous voulez bien, je vais essayer de vous emmener à travers ce thème-là, et je vais essayer de vous faire partager un peu les enseignements que moi j'ai pu en tirer à travers mon expérience et à travers les projets que je vais vous montrer ici.
Donc le premier enseignement que j'ai pu tirer de ce programme, c'est la question du bien-être, qui est au centre véritablement de la réflexion, je dirais, des soigneurs et des gens qui sont amenés, des vétérinaires, des scientifiques. On a travaillé aussi beaucoup avec des éthologues aussi, et qui est vraiment au centre des questions de comment on peut maintenir des espèces vivantes dans des sites justement qui sont contraints, puisqu'on parle bien sûr de la captivité aussi, mais comment est-ce que pour la sauvegarde de ces espèces, on crée toutes les conditions qui font que ça ne va pas être considéré comme des espaces, je dirais, euh, comment dire, qui sont contraints, qui sont vécus de manière négative, mais au contraire qui peuvent donner un épanouissement à l'animal. Et alors, c'était donc l'élément le plus surprenant, c'est qu'au moment où on a reçu le programme du parc zoologique, il n'y avait pas de programme. Il y avait un certain nombre d'animaux qui étaient sur site précédemment, puisque le projet, donc le site est un site qui a été réalisé, le Grand Rocher de Vincennes a été réalisé en 1931 lors des expositions coloniales. Donc ça, c'est un des grands vestiges de ce projet. D'ailleurs, il y avait beaucoup de rochers qui étaient installés pour recevoir des animaux, et d'ailleurs dans une situation justement là qu'on peut appeler carcérale, très peu de mètres carrés pour les animaux, pas de zone de retrait, c'est-à-dire d'endroit où l'animal peut se cacher, que de la minéralité finalement, puisque c'était le parti pris, je dirais, de la présentation de ces animaux. C'était présenté comme une collection, c'est-à-dire que comme vous allez au musée, vous avez un tableau, un tableau, un tableau. Là, on avait un animal et tous les animaux étaient finalement devant leur rocher, isolés, dans des petits espaces relativement maltraités. Et c'est ce qui a fait effectivement amener à penser pendant une bonne plus d'un siècle que ces animaux étaient maltraités. Aujourd'hui, je dirais le 21e siècle revisite complètement ça, avec beaucoup aussi de parcs zoologiques. Moi, ça m'a amené aussi à aller me balader dans le monde entier sur la planète pour aller voir les autres parcs et de comprendre aussi au mieux comment on pouvait apporter ce bien-être à ces animaux. Et donc la grande nouveauté, c'était de dire bon, ben, vous n'avez pas de mètres carrés à assurer, on vous dit pas combien de mètres carrés on veut pour tel animal et autres, mais débrouillez-vous avec vos équipes, alors avec des scientifiques, les vétérinaires, pour que les animaux se sentent bien dans les espaces que vous allez concevoir pour eux. Et c'était vraiment le challenge qui était proposé dans ce projet-là. Ici, vous voyez donc cette photo qui montre justement comment il a fallu travailler sur la tridimensionnalité des espaces et bien comprendre que finalement chaque élément dans son épaisseur matérielle, c'est-à-dire l'eau, les rochers, les plages, les abords, le ciel, la lumière, le vent, l'air, tout ça participe finalement de l'accueil et du bien-être des animaux. Ici, dans ce type de bassin, vous avez justement des otaries, vous avez certains, justement, les fameux pingouins qu'on a vus tout à l'heure sur la piscine de Londres, mais tout ça en mixité aussi avec des oiseaux, avec d'autres espèces, pour retrouver cette mixité qui permet d'engendrer justement une relation sociale entre les animaux, aussi une compétition entre les animaux qui est nécessaire pour justement les stimuler et les stimuler pour les amener à continuer leur cycle de vie, c'est-à-dire des reproductions, des naissances, et à partir de là, effectivement, la conservation génétique de ces patrimoines. Bon, vous le savez sans doute, on est dans cette fameuse 6e extinction des espèces animalières aujourd'hui, et quand on pense que la dernière, c'est 60 millions d'années en arrière, c'est les dinosaures. On prend aujourd'hui, et moi ça a été le choc effectivement que j'ai pris quand je suis rentrée dans ce milieu-là que je connaissais de loin, ça a été un choc de se dire mais évidemment on est en train de perdre une richesse absolument phénoménale, et il va falloir quand même qu'on reconsidère les choses très différemment pour arriver à préserver finalement ces espèces, leur qualité génétique et leur présence sur la Terre. Ici, je vous montre donc un autre espace qui a été conçu et créé à l'intérieur du parc. Donc, on avait donc cette grande liberté de pouvoir installer
un peu comme on le voulait, là où on le voulait, les lieux d'accueil d'animaux. Et il s'agissait aussi de pouvoir installer des biozones, c'est-à-dire des biozones, c'est des lieux, c'est des biotopes en fait, qui sont conçus spécialement pour reprendre un peu le langage, aussi bien en termes géographiques, en termes climatiques, en termes hydrauliques aussi, température, des animaux qu'on va être amené à présenter. Donc ici, on a créé donc une serre tropicale pour le parc zoologique. C'est une serre qui fait à peu près 6000 mètres carrés d'envergure d'un seul tenant. C'est à elle seule, c'est un monument. Ça m'amusait souvent quand on faisait les maquettes de conception, etc. On prenait la serre, on la remettait verticalement, et en réalité, elle était plus grande que le Grand Rocher de Vincennes, qui déjà nous paraît un monument. Le Grand Rocher culmine à 71 mètres de hauteur. La serre, en fait, elle faisait 120 mètres à elle toute seule. Mais le fait de l'avoir mis dans un paysage, de l'avoir installé justement avec des contreforts géologiques, géographiques, de l'avoir mis en scène dans son horizontalité, lui donne justement une apparence beaucoup plus, je dirais, intégrée au paysage que cette espèce de monument, d'ailleurs, qui est relativement vide aujourd'hui. Il y a un réservoir d'eau et il y a une plateforme de vision panoramique, mais le Grand Rocher aujourd'hui est relativement vide. Ici, vous voyez donc l'intérieur de la grande serre. Donc, on a réinstallé donc avec les paysagistes des bassins pour accueillir des lamantins. Là, il y a un grand programme justement de réintroduction des lamantins en Martinique. Donc, il faut pouvoir les accueillir, les amener à se reproduire. Donc, mettre en place les conditions suffisantes et nécessaires pour qu'ils se sentent suffisamment bien pour créer cette reproduction. Et une fois que tout ça s'est mis en place, et là je vous parle vraiment de temps parce qu'il faut du temps pour tout ça, effectivement pouvoir aller dans les eaux à proximité des plages de Martinique pour les réintroduire encore dans des secteurs privés ou protégés. Donc tout ça, c'est des choses, des infrastructures assez complexes qui mélangent toute une série de dispositifs artificiels, bien sûr, hein, on est dans l'artificialité, mais malgré tout, on reconstruit les environnements pour que les animaux, eux, ne le perçoivent pas comme artificiel. Par exemple, le climat, la bulle de verre que vous voyez ici, elle est constituée d'un très grand nombre de panneaux qui s'ouvrent et qui se ferment, qui sont pilotés automatiquement par une sonde et qui permet de déterminer la température extérieure, la température intérieure. Et à partir du moment où on dépasse, où on est trop chaud, dû à l'effet de serre, on dépasse les 26, 28, 30 degrés, ce qui s'est passé d'ailleurs cet été, on ouvre et on ventile très très largement. Ou alors on peut aussi, vous voyez ici, avec tout un système de pulvérisation d'eau, on peut refroidir le climat, donc amener de la tempérance à l'intérieur de cet espace et avoir donc toujours ce climat qui est assez agréable d'ailleurs. Hein, vous êtes à 26 degrés, 26, 27 degrés, 70% d'hygrométrie. C'est un climat assez agréable, surtout en hiver quand on passe de l'extérieur à l'intérieur. Et toujours l'idée de retrouver donc ces espaces qui sont créés pour les animaux. Et vous voyez ici dans la serre tropicale, on a beaucoup d'oiseaux. Il y a vraiment, je crois qu'aujourd'hui, il y a des centaines d'oiseaux qui volent en liberté. D'ailleurs, c'est très très fascinant. On rentre dans ce jardin absolument incroyable, exotique et très très bruyant. Et vous entendez les oiseaux. Vous pouvez voir, si vous regardez bien, on a un couple de paresseux qui d'ailleurs s'est pris d'affection pour les tuyaux d'arrosage. Et d'ailleurs, ils pensent que c'est des zones de, justement où ils peuvent venir venir s'abreuver. Donc, c'est des endroits assez incroyables. Et on a le pendant aussi à l'extérieur, une grande volière qui, elle, est installée au pied du rocher, et qui fait à peu près aussi 2000 mètres carrés d'envergure et qui permet aussi d'avoir de nombreuses espèces d'oiseaux et de leur permettre le vol libre à l'intérieur de la volière. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que c'est nous, visiteurs, qui sommes presque, je dirais, invités à l'intérieur de cet environnement animalier. Et on peut justement tout d'un coup se retrouver avec un oiseau sur l'épaule, des flamants roses à côté de vous, les ibis à spatule qui vous volent à proximité. Donc c'est effectivement des lieux assez magiques.
Toujours sur la relation de l'architecture et du vivant, ici, c'est pour vous montrer un petit peu comment, justement, d'un point de vue de la matérialité, donc je sais qu'on est dans un salon d'architecture où on montre des matériaux, mais là, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir dire que notre matérialité habituelle, donc d'architecte qui construit avec des matériaux inertes, n'empêche pas justement de pouvoir coupler, de pouvoir trouver cette relation avec le vivant. Et ici, donc pour la grande entrée du parc zoologique, on a voulu faire un sas, presque comme un espèce de sas de décompression entre l'espace urbain de la ville et l'entrée dans un paysage assez foisonnant, à travers cette grande treille végétale. Alors là, je vous la montre, c'était une photo au moment de la livraison, donc il y a de ça maintenant 4, 5, 8 ans. Mais aujourd'hui, vous voyez que la végétation a complètement progressé sur la totalité des mailles métalliques qui sont installées, aussi bien verticalement que horizontalement, et on a vraiment un dé, c'est la plus grande, je crois, treille végétale, puisqu'elle recouvre 2000 mètres carrés de tous les espaces d'entrée, et ça offre effectivement cette protection, ça amène de la biodiversité à l'intérieur de l'entrée, ça crée une ombrière naturelle pour les visiteurs en été. Donc il y a toute une série de bénéfices à justement avoir travaillé sur ce système que j'avais appelé à l'époque les enveloppes symbiotiques, c'est-à-dire symbiotiques parce qu'elles rentraient effectivement en symbiose avec le biologique et le vivant. Ici encore, un autre exemple de ces enveloppes symbiotiques dont l'architecture peut se parer, c'est justement tous les contreforts, tous les reliefs, toute la partie qui nous permet de contenir les espaces techniques liés à l'accueil des animaux. Ici, vous voyez la maison des girafes. D'ailleurs, ce qui est très très intéressant quand on travaille sur l'animal, c'est qu'on n'a plus du tout les mêmes repères géométriques. On n'est plus du tout dans l'homme de Vitruve, ni même le modulor de Corbusier. On est sur autre chose. Ici, vous avez une porte qui fait 8 mètres de haut. Ben voilà, c'est pour Dame Girafe qui va passer, rentrer et sortir. Et d'ailleurs, qui a quelques habitudes, c'est-à-dire qu'elle ne rentre pas de face et de front, mais elle rentre en chicane. Donc il faut une porte qui permette de lui faire un circuit en chicane, parce que ça lui permet de vérifier que quand elle va sortir, il n'y a pas de prédateurs autour d'elle. Donc voilà, donc c'est toute une série de petites choses, et ça a été passionnant d'apprendre au fur et à mesure avec les vétérinaires, les éthologues, les scientifiques, comment on pouvait, avec l'architecture, arriver à rentrer en contact et en discussion avec ces animaux. Ici, vous voyez une image un peu plus proche de ce travail, justement, où on a voulu que ce bois qui est massif, moi je voulais avoir vraiment cette matérialité des grumes de bois qu'on voit parfois dans la forêt, les réintroduire directement comme ça dans le projet et pouvoir avoir cet environnement pour chaque animal. Et voilà, donc là, je termine avec cette vue assez spectaculaire du parc zoologique vu depuis l'hélicoptère. Vous voyez justement la grande serre, la grande volière et tous ces parcours qui sont vraiment resserrés au plus court pour venir le plus proche possible des animaux qui sont dans leurs enclos. Alors, on va passer... Voilà, alors là, il y a ces 2 livres aussi que j'ai pu être amenée à réaliser à la fin du projet, justement pour revenir un peu, et moi-même, ça m'a aidé à revenir sur les concepts, à comprendre un petit peu cette métamorphose qu'on avait cherché à opérer, tant sur l'espace physique du parc que sur nos concepts et la façon de penser l'architecture à travers l'animal. Alors le deuxième enseignement que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'était aussi donc sur la base d'un autre projet que j'ai gagné juste après le parc zoologique, qui est l'Institut de la biodiversité insulaire dans les Caraïbes. Donc ça se trouve à Saint-Martin, en plein milieu, une toute petite île. Je crois que c'est d'ailleurs notre plus petite île nationale, donc dans les Caraïbes, mais avec cette richesse absolue qui est un territoire en pleine zone tropicale. Et comme on le sait, la plupart des réserves de la biodiversité se trouvent vraiment dans cette zone, dans cette ceinture tropicale. Donc ici,
la question, elle était véritablement de trouver une jonction sur la porosité d'un territoire partagé, c'est-à-dire d'être vraiment de manière extrêmement délicate, de venir se poser sur un site qui est très, qui est très fragile, puisqu'il s'agit vraiment de la rencontre des eaux salées qui rentrent par la mer avec les eaux claires qui viennent depuis les reliefs de l'île et qui redescendent dans cet étang qui est un étang en jonction avec la mer et dans lequel se développent toutes les mangroves. Et c'est là que se trouvent souvent tous les nichoirs, les nidifications pour les animaux, que ce soit les oiseaux, les petits poissons, les crustacés, etc. Donc c'est vraiment là qu'on retrouve toute cette richesse de la biodiversité. Le programme là était un programme à triple entrée, c'est-à-dire qu'on avait aussi bien la nécessité de pouvoir répondre à un programme scientifique, puisque le maître d'ouvrage est la réserve naturelle de Saint-Martin, qui protège ces espaces donc toute l'année, qui empêche les touristes de saccager certains espaces. Ils ont des pontes de tortues qui viennent chaque année au même endroit, et comme vous le savez, c'est des endroits toujours très très délicats et qu'il faut protéger. Donc ils ont toute une série de missions comme ça qui est de la protection de la faune et de la nature sauvage. Donc il y avait ce paramètre scientifique, mais aussi ils voulaient que ce travail s'accompagne d'une médiation, donc une éducation du public, et ça c'est vraiment un élément très très important, d'arriver à faire comprendre au public, que ce soit des enfants, on les prend en classe et on les amène sur les sites et on les amène à comprendre pourquoi les coraux sont en train de se détériorer, ce qu'il faut pas faire quand on nage dans la mer, etc., etc., jusqu'au tourisme de masse, malheureusement, qui aussi déferle sur les îles. Donc il y avait véritablement ce besoin de pouvoir aussi avoir cette médiation. Et puis une partie aussi d'exposition qui était prévue à l'intérieur du projet et qui permettait aussi de mettre en scène un petit peu les recherches et les innovations. Je vous montre juste cette photo pour toujours bien comprendre que travailler sur des sites comme cela, ça implique véritablement de comprendre qu'il y a une temporalité. Ici, vous voyez effectivement un bras de terre qui, à un certain moment, est complètement immergé dans l'eau, et à d'autres, avec la marée, réémerge. Il y a des méandres qui se créent. Donc en fait, l'architecture ou le paysage lui-même est amené à se modifier au fil de la journée, au fil des saisons. Donc nous, on a travaillé sur ce thème-là. On a essayé de voir comment pouvoir implanter de manière la plus juste possible, sans justement impacter le patrimoine paysager qui nous était proposé. C'est un bâtiment qui est posé sur pilotis, dont tout le parcours d'entrée se fait à travers des passerelles, des pontons qui sont aussi sur pilotis, qui permettent justement de se dégager et d'empêcher d'être en contact direct avec les animaux, et qui nous amène sur ce premier rez-de-chaussée qui est celui plutôt de la médiation, où on a une salle d'exposition numérique, on a les espaces d'amphithéâtre pour pouvoir organiser des colloques, et un restaurant. La partie supérieure, donc, qui est dans cette coquille un petit peu dure et très résistante, je dois dire, en béton, ajouré, c'est la partie scientifique. On y retrouve les laboratoires où il y a effectivement des scientifiques qui viennent expérimenter, faire des études sous ces latitudes-là. Et puis la dernière partie, donc, qui est la plateforme supérieure, abritée par ces paravents créés en bambou, sont des plateformes d'observation qui nous permettent justement de pouvoir nous retourner et de voir cette vue absolument spectaculaire sur l'étang, sur les nichoirs, sur la vie telle qu'elle se déroule dans cette mangrove. Voilà, donc ça c'est une vue aussi depuis le pied de l'étang. Et puis on a été amené donc à travailler d'ailleurs sur un diagnostic. C'était pas prévu au départ, mais l'ouragan Irma est passé donc en 2017,
Et là, ça a été un peu le choc pour tout le monde, puisqu'il y a eu, donc comme vous le savez, beaucoup de bâtiments ont été endommagés, beaucoup de casses et des rafales de vent qui atteignaient à peu près 300 km/h. Donc, il a fallu revisiter entièrement. On a fait un diagnostic qui s'appelle post-Irma pour vérifier que le bâtiment était tout à fait apte à répondre à ce type de classification de danger. C'est pour ça que vous avez cette coquille de béton extrêmement résistante. Les paravents que je vous montrais en partie supérieure, eux peuvent se rabattre, donc ils sont amovibles et en période de tempête, ils redescendent, ils sont amarrés comme avec un voilier. On affale les voiles et on les fixe sur la toiture. Donc voilà, donc il y a eu toute une série de choses. Et là, on avait fait un petit film justement pour montrer au maître d'ouvrage comment, avec la montée des eaux, avec la force des vents, comment finalement le bâtiment allait apporter sa résilience aussi au climat. Et quand on est dans une période, je dirais, hors cyclone, on est plutôt justement dans des paysages tout à fait idylliques, calmes et paisibles comme celui-là. Troisième enseignement donc que j'ai pu développer à travers ce travail sur le vivant, sur l'animalité, c'est l'indispensable interaction. Alors l'interaction, évidemment, de la trouver vis-à-vis de notre environnement, mais aussi dans la relation, dans la vision que nous-mêmes nous pouvons avoir, nous architectes, maîtres d'ouvrage, urbanistes, que nous pouvons avoir justement face à cette question de l'animalité. Et donc là-dessus, j'ai été amenée à travailler et à proposer, à être invitée sur différents workshops ou ateliers, notamment il y en a eu un qui était lors du festival organisé par le magazine Le Monde pour un festival qui s'appelle Agir, et où j'essayais véritablement de faire interagir avec du public cette question assez fondamentale de qu'est-ce que nous produisons, nous, comme architectes et urbanistes dans la ville, et comment on arrive finalement à intégrer l'animal, cette notion qu'on a rejetée finalement, parce que depuis je dirais des dizaines d'années, on a travaillé sur l'amélioration technique de nos matériaux, l'industrialisation, tout ça nous a amené finalement à une ville extrêmement performante, mais on a éliminé beaucoup de composantes qui sont justement ces composantes du vivant. Donc j'essaie de réinterroger à travers ces petites fictions fabriquées. Donc là, je fais avec les personnes qui veulent participer à ces ateliers, je fais refabriquer des environnements pour les confronter visuellement à notre territoire tel qu'il existe aujourd'hui et essayer de les mettre en situation pour recréer et retravailler sur une nouvelle fiction, c'est-à-dire se dire finalement on pourrait voir la vie et la ville autrement, et on pourrait réintégrer certains de ces paramètres du vivant dans notre urbanité. Quatrième enseignement lié à cette architecture du vivant, donc là c'est une approche plus systémique, plus globale, et à travers un projet sur lequel j'ai été invitée à concourir en Chine. Donc c'est un projet qui s'est développé sur les montagnes du Yanshan, ces très très belles montagnes qui se développent à l'est et au nord de Pékin. Et plus particulièrement cette partie-là qui avait été en fait une carrière à ciel ouverte et qui avait été entièrement, je dirais, là vous voyez sur ces images, on a relevé chronologiquement la progression, je dirais, de l'utilisation de la carrière, et en très très peu de temps finalement, un vrai désastre écologique s'est produit, puisque beaucoup de cette carrière avait été complètement mise à ciel ouvert. Et d'ailleurs, ça crée les fameux fogs. On parle des fogs, des fameux brouillards à Pékin. En réalité, c'est beaucoup des vents de poussière qui sont liés justement à ces terrains qui sont dénudés, pour que ça soit pour l'agriculture ou que ça soit pour des raisons, comme ici, pour des raisons minières. Donc le projet portait sur un travail assez global, c'est-à-dire comment ramener, comment renaturer finalement très très grand site, puisqu'il s'agit ici de plus de 500 hectares de territoire, et comment
proposer un projet qui permette justement, par le réenclenchement des cycles vitaux, de pouvoir passer de cette vision un petit peu extrêmement dure et minérale de la carrière à ciel ouvert vers un projet qui justement permette de retrouver tous ces phénomènes et ces enclenchements du cycle de la vie. Donc on a travaillé là aussi avec pas mal d'ingénieurs scientifiques, et la première clé pour travailler sur ce projet a été celui de l'hydrologie, de retrouver et de réamener effectivement à l'intérieur du site, au milieu du site, un travail sur l'eau, et de retrouver par la gravité, par la façon de faire écouler l'eau sur le site, de ramener justement un petit peu toutes les composantes qui nous permettent d'installer des espaces de vie. Alors là aussi, il y a eu toute une série de choses sur les espaces animaliers, mais pas seulement, puisqu'il y a beaucoup de public qui était pressenti sur le site. Et là, donc, on a repris le thème des serres bioclimatiques de Vincennes pour en faire 4 différentes, dans lesquelles on crée 4 climats aussi différents, de façon à ce que le site puisse vivre toute l'année, aussi bien en extérieur qu'en intérieur, à certaines périodes hivernales. Et l'hiver en Chine, dans les hauteurs de Pékin, peut être assez rigoureux. Donc, je vous montre rapidement le projet. Il est très très grand. Donc c'est un projet qu'on a suivi pendant plus de 2 ans et qui s'est arrêté avec le Covid, puisqu'à ce moment-là, moi j'allais pratiquement tous les mois en Chine pour rencontrer le client et développer le projet. Et puis avec le Covid, les choses se sont évidemment fermées. Et d'ailleurs, je dois dire que c'est toujours pas vraiment réouvert, puisque la dernière fois qu'on m'a proposé d'aller en Chine, on m'a dit vous venez, mais vous passez d'abord 21 jours dans une chambre d'hôtel, on vous amène votre petit plateau sous la porte, et puis après 7 jours encore de confinement, et seulement après on aura 3 jours avec le client. J'ai dit écoutez, on va attendre un petit peu que les choses se calment et on reviendra quand tout sera plutôt plus calmé. Mais ici, ça permet de voir aussi comment ce travail vraiment de ce qu'on appelle vraiment de régénération naturelle, régénération du cycle des vies, permet justement d'installer des espaces pour les animaux, mais des espaces aussi pour les visiteurs. Vous voyez cette galerie qui traverse ces grands canyons reconstitués. La galerie, c'est quelque chose qui a un thème d'ailleurs très présent dans l'architecture chinoise et qui nous a intéressé aussi de pouvoir retravailler ici, tout comme ces serres qui cette fois-ci ont été déployées, je dirais, à l'échelle de la Chine, qui est, je dois dire, vraiment une échelle qui nous échappe ici en Europe, mais qui échappe aussi aux États-Unis. Bon, je connais bien sûr aussi bien les États-Unis. Je trouvais déjà que quand on allait à New York, tout était 2 ou 3 fois plus grand. Vous allez en Chine, vous êtes 10 fois plus grand. Donc là, par exemple, la serre, elle fait 4 hectares toute seule. Voilà. Et à nouveau, un petit clin d'œil sur voilà, la relation homme-animal. Ici, ça c'est notre zoologue avec lequel je travaille, Stéphane Dacuna, qui a fait tout un travail justement pour mettre en proximité la vie d'un côté des animaux, donc vous voyez avec tout notre confort humain, et puis de l'autre côté vous avez la vie des animaux avec tout le confort animalier, donc des ours en l'occurrence. Donc cette confrontation, elle est effectivement tout à fait intéressante à retrouver. Quelques vues depuis l'intérieur, avec toujours ces passages surélevés, le travail sur le climat. Voilà, tu me dis, Jean-Luc, si je vais trop lentement, mais je continue. Donc, sur le 5e enseignement, et qui était aussi, justement, parce qu'on parle un petit peu du confort, parce que là, j'ai parlé beaucoup d'animaux, mais évidemment, on ne peut pas s'extraire de cette espèce animale. Jacques Derrida disait tous animaux. Moi, je suis tout à fait d'accord avec lui. On est aussi une espèce d'animal parmi tant d'autres. Et donc, il s'agit aussi de pouvoir non pas dire on laisse la place aux animaux et l'homme s'en échappe. D'ailleurs, c'est même quand on travaille sur les questions des réserves en Afrique, on s'aperçoit qu'on ne peut pas le dire comme ça, puisque la question, elle est véritablement sur le partage des territoires des uns avec les autres. Et ici, donc, il m'a été demandé de travailler à Luxembourg sur un
petit projet, mais un projet qui m'a intéressée, puisqu'il s'agit d'intervenir sur une forêt, un peu une forêt primaire au Luxembourg. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a de très très belles forêts. Moi, je suis originaire du Luxembourg, donc je connais bien. Mais c'était aussi les terres de chasse d'Henri IV. Donc c'était véritablement, c'est un pays qui a préservé ses forêts, qui a vraiment de très très belles forêts primaires. Et là, c'est un morceau de forêt dans lequel on m'a dit, là, on peut essayer d'intervenir et d'y mettre quelques logements. Et donc de retrouver un peu ce principe des biozones, de créer effectivement cet environnement très très privilégié pour quelques habitations qui peuvent effectivement venir s'insérer de manière très très légère. De nouveau, toujours un travail sur pilotis, essayer de limiter l'impact au sol au maximum et d'avoir effectivement cette relation qu'on cherche à retrouver, qui est notre confort moderne, auquel évidemment on n'essaye pas de se décharger, mais d'être en confrontation, en rapport, en lien direct finalement avec la nature, avec la cime des arbres, avec la vie à l'intérieur de ces espaces qui est fondamentale, avec la lumière, le climat aussi. Là-bas, on peut avoir un climat extrêmement froid et humide, donc important de pouvoir se mettre au chaud, mais on peut aussi avoir des étés qui sont agréables et donc de pouvoir profiter d'espaces extérieurs. Là, vous le voyez, quand on rencontre un arbre un peu majeur dans le site, ben effectivement, c'est l'architecture qui va s'effacer, qui va laisser la place à l'arbre et qui va l'entourer pour pouvoir l'intégrer à l'intérieur de son espace. Voilà. Voilà, donc si je peux résumer un petit peu la présentation que j'ai essayé de partager avec vous, c'est que pour moi, l'architecture et l'urbanisme du vivant, c'est un peu d'essayer de retrouver cette somme d'influence et d'échanges permanents avec le site, les usagers, le climat, l'environnement, l'espace social, les ressources disponibles et les conditions aussi organiques qu'on peut trouver dans chacun de ces sites que j'ai pu vous montrer. Et c'est vrai que je crois qu'aujourd'hui, on verra que la vitalité d'une ville, elle se lit véritablement dans sa capacité à inclure toutes ces dimensions à l'intérieur de projets urbains et architecturaux. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Véronique, pour cette présentation sur laquelle j'ai beaucoup de sujets, je dirais, sur lesquels j'ai envie de rebondir et où effectivement on peut débattre. Je trouve ça intéressant. Moi, je voulais revenir sur la notion d'enseignement et de porosité, d'abord en première question ou en première réflexion sur cette notion de médiation que je trouve extrêmement fondamentale et essentielle. Et qu'est-ce que c'est que la médiation? C'est-à-dire finalement, c'est l'échange, c'est la conversation, c'est le partage, et c'est aussi une éducation de l'esprit, une éducation du regard. Et je trouve que nous, en tant qu'architectes, urbanistes, paysagistes, on souffre énormément du fait que notre métier, au quotidien, n'est pas du tout compris, n'est pas du tout partagé. Et justement, c'est un peu l'objectif de conférences telles que celle qu'on a aujourd'hui, qui nous permet justement de partager un travail, d'échanger, de discuter. Et je trouve ça extrêmement important. Voilà. Alors c'est vrai que maintenant, l'architecture arrive dans les écoles. C'est une bonne chose. Et je trouve qu'il est extrêmement important qu'on puisse parler de la ville, du projet. Et est-ce que vous souffrez pas un peu par moment de ça, justement? Comment vous faites pour justement parler des projets après et faire en sorte de faire comprendre, ou en tout cas de dégager des prises de conscience, si vous voulez, par rapport au travail? Oui, ça c'est une question effectivement qui est cruciale et on en parlait aussi hier soir lors d'une table ronde sur la qualité architecturale à l'Académie d'architecture. Et on s'aperçoit que cette notion de l'éducation, et même nous-mêmes en tant qu'architectes, là je pense qu'il y a quelques architectes dans la salle, on sait bien à quel point on apprend sur chacun des projets. Moi, le projet du parc zoologique a été vraiment une espèce de révélation et une espèce d'occasion de pouvoir repenser complètement ce que j'avais pu étudier, comprendre et mettre en œuvre sur d'autres projets et essayer de le revisiter d'une autre manière. Donc, je pense que les
projets, que ce soit pour un architecte, que ce soit pour un maître d'ouvrage, que ce soit pour une entreprise, que ce soit pour les usagers, justement, aujourd'hui sont vraiment l'occasion d'apprendre et de se mettre aussi un peu à l'essai, d'expérimenter des choses, de se dire, bon, peut-être là, on va se tromper, mais c'est pas grave. En parlant, en partageant l'expérience, on pourra rectifier, et quand on aura rectifié, on fera mieux. Et ça, je crois que aujourd'hui, c'est un paramètre qu'il faut absolument essayer de transmettre dans notre métier d'architecte, parce qu'on a trop souvent pensé que l'architecture, c'était la production d'un objet fini, parce que on est dans cette suite de l'industrialisation où il faut produire des objets les plus performants possibles, les moins chers possibles, les plus clinquants possibles, parce que commercialement, il faut que ça soit visible et que ça soit tout de suite attractif, séduisant. Et finalement, on se trompe sur c'est pas notre métier, ça. Ça, c'est peut-être certains designers font ce genre de choses, mais nous, notre métier, il est véritablement d'être dans cette espèce de concert, de partage, de mise en œuvre de beaucoup d'énergie, de beaucoup d'intention, et je crois qu'il faut qu'on arrive à encore plus influer dans ce sens-là. Alors j'avais un deuxième point que je voulais aborder qui me semble assez important au regard de tout ce que vous avez montré. C'est-à-dire que je voulais rebondir sur la notion d'enveloppe symbiotique. C'est-à-dire que pour moi, d'après ce que j'ai compris, en fait, c'est la notion de limite, c'est-à-dire la notion d'enclos, que ce soit entre un site, je dirais, et l'espace public, la délimitation de l'espace public et de l'espace privé, c'est-à-dire finalement la limite aujourd'hui identifiée par la clôture, mais aussi la limite entre l'intérieur et l'extérieur, c'est-à-dire finalement entre la façade, le travail de façade, qui vous, dans votre cas, a une épaisseur, avec effectivement une sorte de filtre, je dirais, sur le regard extérieur. Est-ce que vous pouvez développer un tout petit peu cette notion-là ou nous expliquer pourquoi c'est si essentiel dans votre travail? Oui, tout à fait. D'ailleurs, cette notion d'enveloppe, je l'appellerais peut-être enveloppe aussi épaisse, et je référerais ça aussi à ce qu'on connaît tous, qui est notre peau, nos vêtements, la façon dont finalement notre corps devient l'interface avec l'extérieur. L'architecture fonctionne de la même manière, c'est-à-dire que c'est pas simplement, je dirais, une façade avec 1 millimètre d'aluminium. Maintenant, maintenant on sait bien qu'il faut de l'isolation, etc. Mais ça peut pas se tenir qu'à ça. Je veux dire, la relation architecturale avec un environnement ne peut pas se résumer uniquement à cette épaisseur de 20-25 cm d'un côté ou de l'autre. Donc il faut créer effectivement ces espèces de double épaisseur, ou des fois triple épaisseur. Sur le parc zoologique, on voit bien qu'il y a un moment donné, parce qu'on a besoin d'être dans des reliefs et travailler en relation avec des animaux, on va travailler avec des grumes de bois, avec des éléments un peu massifs, mais à l'arrière, on a besoin de passage pour les soigneurs, donc on va se dégager un petit peu de la protection, la proximité des animaux. Donc on a 1 mètre à l'arrière, et puis encore à l'arrière, on aura les espaces qui sont étanches et clos, et voilà. Et tout ça crée finalement une dimension que j'ai nommée donc pour le parc zoologique d'enveloppe symbiotique, mais qui peut fonctionner aussi avec du vivant, donc la treille végétale qui se trouve à l'entrée. Effectivement, c'était une façon de pouvoir se distancier de la rue, des voitures, de l'espace urbain, et de rentrer progressivement dans une épaisseur qui est celle d'un espace végétal, d'un espace plus calme, abrité, temporisé par rapport à la lumière, etc. Donc je pense que voilà, ce travail sur l'architecture qui est à multiples épaisseurs est quelque chose qui véritablement fonctionne avec le vivant. Ça permet aux peaux de respirer, ça leur permet de se fermer ou de s'ouvrir, de travailler sur la porosité. Aujourd'hui, on le sait bien, on a tenté pendant un siècle de faire des boîtes étanches, des tours, vous fermez, vous avez un mur rideau en verre, et voilà, vous avez la clim à l'intérieur, il fait chaud, il fait froid, etc. Mais on voit bien à quel point ça peut être inconfortable. Et donc, aujourd'hui, de retrouver toute cette espèce de gradation de nos rapports avec l'environnement, c'est vraiment quelque chose qui est l'enjeu architectural, je pense, du XXIe siècle. Et est-ce que ce travail sur l'épaisseur, paradoxalement, ne gomme pas la limite? C'est-à-dire finalement permet une meilleure porosité justement entre l'intérieur et l'extérieur, permet finalement de gommer une clôture et de s'inscrire dans un grand paysage. Oui, alors ça, c'est le grand problème des architectes. Parce que
la limite ou alors justement la façade claire, énoncée, lumineuse, colorée. Ça permet vraiment de montrer, je me trouve là, et au-delà de ça, vous avez un autre espace. Là, par exemple, sur le parc zoologique, vous le voyez bien, d'ailleurs, visuellement, on se dit, ben, on voit pas très bien ce que c'est, on comprend pas très bien. D'ailleurs, moi, j'ai eu beaucoup de mal à expliquer le projet du parc zoologique, et je me souviens, on a construit d'énormes maquettes pour les montrer aux différents maîtres d'ouvrage, aux ministres. On avait le préfet de l'Île-de-France qui venait tous les mois pour comprendre ce qu'on allait faire. Ils avaient très peur. Ils se disaient, c'est quand même le parc zoologique de Paris. Il faut pas faire n'importe quoi. On va se retrouver avec des pétitions à plus n'en finir sur ce site. Et donc, tous les mois, j'ai eu beaucoup de mal à expliquer justement ce dont tu viens de parler, parce que c'était pas quelque chose, une image simple et bien délimitée, avec des contours clairs, avec une porte à tel endroit, etc. Non, là, il fallait travailler sur de la profondeur, sur du flou, sur du meuble. Ça m'a intéressé de travailler aussi sur la notion de topologie, qui justement permet de bouger un petit peu les espaces et ne pas dire que l'espace est figé à jamais, une fois qu'on a mis un mur ou une clôture à tel endroit, mais au contraire de dire que l'espace va bouger lui aussi, il va respirer de la même manière que on va le laisser faire à travers ces systèmes mobiles. Alors, j'ai un dernier point que je voudrais aborder avant de passer la parole à la salle. Moi, je voulais qu'on parle un tout petit peu de l'innovation, parce que l'innovation, elle est constamment présente, je dirais, dans votre travail. Et au regard de la période de frugalité là qu'on est en train de commencer à aborder, est-ce que l'innovation a encore de l'avenir? Est-ce que où va-t-elle se situer? Comment va-t-on développer, je dirais, des solutions innovantes par rapport à tout ce qui se passe? Et puis, je voulais aborder aussi la notion de recherche au sein d'une agence d'architecture, avec cette notion aussi de transversalité des équipes qui deviennent de plus en plus plurielles, avec de plus en plus de monde, avec, comme vous l'avez souligné, un regard de scientifiques, etc., avec des maîtres d'ouvrage qui sont eux aussi de plus en plus nombreux. Donc voilà, est-ce qu'on peut aborder ce petit point? Oui, alors sur l'innovation, je crois que justement la période dans laquelle on rentre, elle va être tout à fait intéressante, parce que c'est dans ces périodes-là qu'on est obligé de trouver des solutions innovantes et travailler avec les entreprises. Et je dois dire qu'en France, vraiment, parce que je vois comment on travaille dans d'autres pays, notamment anglo-saxons, où les entreprises produisent, les architectes appliquent ce qu'ils appellent le Blue Book et l'introduisent dans leurs projets. Ici, on a la chance d'avoir des rencontres avec les entreprises, de pouvoir travailler avec certaines entreprises sur la mise au point de matériaux, sur la façon de les mettre ensemble et de pouvoir justement créer ces choses intéressantes. Par exemple, la serre de Paris, où on a travaillé avec une entreprise qui avait l'habitude de faire plutôt des serres agricoles. Et c'était difficile parce qu'on s'est dit, on aura une exigence architecturale importante, est-ce qu'il va réussir à nous suivre? Et on a engagé un vrai travail main dans la main, où on travaillait vraiment avec eux. Eux, ils nous montraient les prototypes dans leur atelier, on venait les valider, on venait vérifier, on a déposé des ATEX justement pour le cintrage à froid du verre. Et ça s'est passé parce que justement, on était dans un moment où il fallait pas dépasser des budgets, il fallait être très très serré. Donc je pense qu'au contraire, il faut qu'on saisisse maintenant ce moment-là pour se dire, on est tous se mettre autour de la table et réfléchir intelligemment à comment mieux faire, de quoi on a besoin, comment on peut le faire. Et ça, je crois que ce dialogue avec les entreprises, il est fondamental pour nous aussi. Et puis sur la recherche, tu as raison. Aujourd'hui, d'ailleurs, dans nos écoles d'architecture, on voit bien à quel point la recherche maintenant devient aussi un pivot, un élément d'appui pour conforter finalement le travail qu'on fait dans nos agences d'architecture. Donc c'est vrai que c'est important de pouvoir faire ça. Ça demande du temps. Ça demande plus de temps, plus d'énergie, plus de moyens aussi. Donc là, il faut trouver une façon de pouvoir associer les compétences des uns et des autres, mais je crois aussi que ça va dans le sens de l'innovation. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle?
Merci Bertrand Fétiveau, consultant. Si l'on reste juste sur ce zoo de Vincennes, en ce qui me concerne, lorsque je l'ai revisité, auparavant nous avions des loups qui étaient dans une cage et maintenant nous avons des loups qui sont dans un espace un petit peu plus grand. Mais Vincennes a comme caractéristique, comme peut-être beaucoup de zoos, c'est d'avoir toutes les biozones. Et donc vous avez dû être heurté à un manque d'espace d'une certaine façon, voire peut-être à des choix, etc. Or là, il y a un élément qui est un petit peu, disons, autonome, qui est la serre. Est-ce qu'il a été envisagé de la mettre éventuellement ailleurs? Je vois pas tellement de réticence, peut-être un problème de personnel, et encore, le personnel peut aller ailleurs. Sur cette serre, est-ce que vous nous en avez parlé, mais est-ce que c'est un verre très technique ou pas du tout, et ainsi que de la même façon par rapport à la Chine? Et puis juste une petite remarque par rapport aux girafes, elles marchent à l'amble, ce qui fait peut-être qu'elles passent les portes en chicane. Il y aurait beaucoup d'autres questions, mais je vais rester uniquement ici. Merci. Oui, c'est un sujet, effectivement, ce parc zoologique. Il y a tellement de choses. On a plus d'1 millier d'animaux, 175 espèces, je crois. Donc, effectivement, chaque animal, que ce soit la fourmi jusqu'à la girafe, a ses particularités. Donc, c'est ce qui en fait vraiment presque des prototypes à l'échelle 1 à chaque fois. Pour vous parler de la serre, oui, évidemment, pendant toute la phase d'étude, on a cherché la disposition, la position la plus adéquate par rapport à toute une série de paramètres qui étaient les parcours, les mètres carrés disponibles, par exemple les choix dont vous avez parlé tout à fait justement. À l'époque où le zoo a fermé, il y avait encore des éléphants à Paris. Or, pour les éléphants, en général, il faut minimum 1 hectare de terrain par animal. Et en général, on a plutôt plusieurs animaux, puisque c'est un groupe social qu'il faut installer. On ne les met pas comme un seul animal seul dans un enclos. Et donc, le choix a été fait de dire, bon, ça va être tellement énorme, il faut tellement de dispositifs pour qu'ils soient installés de manière correcte sur le parc, que ça a été justement un des choix important où on a dit bon ben il y aura pas d'éléphants à Paris, c'est pas la peine de leur installer un enclos qui sera disproportionné pour eux. Pour la serre, elle vient véritablement dans toute la série du parcours et elle est à la jonction entre la biozone de la Guyane et de Madagascar. Donc c'est là où il faut recréer les climats un petit peu tropicaux et c'est pour ça qu'on est venu la loger le long du boulevard de Ménil, de façon à pouvoir dégager le maximum de place et d'espace, comme vous le voyez ici, pour la plaine africaine, qui, elle, fait à peu près 4 hectares et qui permet justement d'installer pas mal d'animaux de ce type-là. Il y aurait beaucoup encore à dire sur tous les choix et tous les parcours. Et d'ailleurs, c'est comme on l'a vu, c'est des choses qui évoluent aussi. C'est-à-dire que là, au fil des années, au fil des expériences que font les soigneurs, il y a des choses qui changent, qui évoluent. De temps en temps, ils viennent, ils nous disent bon ben là, on va changer telle chose, on va rajouter tel animal, on va profiter de tel espace. Et ça, c'est aussi le côté intéressant de ce type de parc. Pardon ? Le verre est-il très technique? Le verre, alors non, il est relativement simple puisque justement, donc travaillant avec cette entreprise, on a choisi de pas partir sur des verres cintrés, bombés à chaud. C'est donc des verres qui sont de petite dimension. Vous l'avez vu tout à l'heure dans les photos, c'est des volumes qui font à peu près 75 centimètres par 1,50 m, donc ils sont relativement petits et c'est la dimension suffisante et nécessaire qui permettait de le cintrer à froid, c'est-à-dire qu'il est vraiment posé, c'est un double vitrage qui est posé sur un châssis et c'est à ce moment-là qu'il prend son cintrage très très fin. Donc nous on a travaillé vraiment de manière extrêmement fine et en tridimension de façon à pouvoir trouver la courbe l'épure la plus juste possible par rapport à la technologie du verre qu'on a utilisé ici. Donc c'était un verre qui coûtait moins cher que ceux qu'on utilise dans d'autres cas. Une autre question? Oui, là-bas au fond. C'était ici? Bonjour, Hassan Amdali, ingénieur e-scoping. Je voulais vous questionner au fait sur
le travail en commun avec les ingénieries sur ces projets-là, d'un côté, donc comment, voilà, il n'y a pas des erreurs au code, il n'y a pas tout n'est pas bien tracé, c'est des projets en tous les cas qu'il faut comprendre pour chaque projet, comme vous l'avez dit. Et la deuxième question, ça serait au fait sur ces sujets-là, donc de cette serre-là, est-ce qu'elle est vraiment très technique? Et aujourd'hui, dans cette période où il faut chercher la frugalité et les low-tech, est-ce que tout est fait avec des CTA pour déshumidifier, pour ensuite réchauffer à la bonne température? Voilà, c'était une question là-dessus. Alors, je n'ai pas compris votre première question. Vous parliez de... Sur la première question, en fait, c'était comment vous aviez travaillé avec les ingénieries au fait du bâtiment, en fait, pour alors qu'il n'y a pas, on va dire, un programme bien détaillé, il n'y a pas, on va dire, des règles de calcul où il faut se voilà. Oui, c'est une bonne question. D'ailleurs, ça me rappelle quelques frayeurs qu'on s'est fait, notamment avec les rhinocéros, parce que là, il fallait pouvoir calculer comment dire, la résistance à apporter sur les clôtures qui pouvaient permettre de protéger. Vous savez, sur un zoo, on a 3 niveaux de clôture, mais il fallait au moins une clôture qui soit suffisamment robuste, qui permette justement de protéger le visiteur si jamais un des rhinocéros 4 tonnes s'échappait. Mais là, justement, nos ingénieurs ont travaillé avec justement la force dynamique des camions. Et ils ont ramené ça à la force dynamique des camions de façon à pouvoir faire un calcul et estimer, et puis après avoir des coefficients de sécurité derrière. Mais c'est vrai que c'était des sujets tout à fait étonnants à devoir réfléchir, repenser, là encore, aussi bien techniquement que conceptuellement. La deuxième question. La deuxième question, C'était votre deuxième question, c'était quoi? Sur tout ce qui est au fait maintien en les température, CTA. hygrométrie, Oui, est-ce que tout est très très technique dans ces oui, alors serres-là? oui, vous avez parlé de CTA et autres. Alors non, donc du coup, on a vraiment là un dispositif qui est, je dirais, le plus simple possible pour pouvoir produire un climat de ce type-là. C'est-à-dire que on est vraiment alors sur des vitrages très très clairs qui permettent vraiment d'aller chercher le maximum de comment dire d'effet de serre. Et après, on a une ventilation naturelle qui permet justement de thermo-régler cette question-là. Il y a quelques éléments avec une chaudière plutôt au gaz d'ailleurs pour l'hiver, mais sinon en règle générale et vraiment tous les modes de pilotage très pointus, alors là qui ont été mis au point justement par cette société dont je parlais tout à l'heure et qui travaille beaucoup justement dans l'agriculture pour avoir les dispositifs là aussi les plus simples possibles, ont été vraiment de travailler avec le climat qu'on a, le soleil, le vent, la lumière, de façon à pouvoir économiser au maximum l'énergie utilisée. Mais on en utilise évidemment un petit peu en hiver, ça c'est certain. Moi, j'avais une dernière question. C'était, est-ce que tout ce travail sur le vivant et tout ce travail sur l'animal, qu'est-ce que ça vous a apporté dans l'architecture au quotidien aujourd'hui? C'est-à-dire, est-ce que tout le travail de conception que vous avez fait, de compréhension, toute la démarche, je dirais, pour aller vers l'animal et le comprendre, est-ce que finalement c'est transposable dans d'autres projets Oui, c'est une bonne question, mais effectivement, j'ai l'impression que ce travail-là me rend plus, comment dire, plus réceptive. Parce que je pense que c'est vraiment ça, c'est vraiment une question de travailler plus avec ses sens sur qu'est-ce que produit un relief dans un espace, une lumière, une couleur, l'air. Voilà, c'est vraiment de l'ordre de la réception des sens et que finalement, qu'est-ce que ça induit sur notre comportement humain. Et en réalité, on s'aperçoit que tout cet environnement est véritablement une façon de nous induire un comportement. Et dès qu'on commence à modifier quelques éléments, par exemple, vous allez dans la forêt, vous n'êtes pas la même personne que celle que vous êtes quand vous marchez dans une rue à Paris. Est-ce que justement ça n'induit pas un comportement plus naturel? Alors naturel, on sait que c'est Entre guillemets, culturel, mais bon. Moins,
voilà, moins cadré. Oui, 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 tout à fait. Effectivement, avec beaucoup moins d'archétypes, on va dire. Les archétypes sont moins présents et une attention plus forte justement à la sensorialité. Merci beaucoup, Véronique de Charrière. Merci beaucoup, Jean-Luc. C'était un plaisir.